Nous allons donc maintenant inviter Marion Brunetti et Manon Samar à nous rejoindre sur scène pour faire un retour sur une enquête pédagogie lancée par la commission pédagogie en début d'année universitaire. Vous avez été nombreux, comme vous allez le voir dans la restitution, à répondre à cette enquête. Et je présente toutes mes excuses à mes collègues, puisque la slide qui s'est affichée n'est pas la bonne slide. Donc, je vais l'enlever et les présenter oralement, puisque j'ai le privilège de les connaître. Donc, Marion Brunetti est responsable de la formation des étudiants au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est également correspondante Open Access et membre de la commission pédagogie depuis 3 ans. Et puisque nous sommes dans une journée nationale du réseau de formateurs, je ne résiste pas au plaisir de dire que c'est notamment grâce à elle que Zenodo vit des jours heureux, puisqu'elle intervient à chaque dépôt avec vigilance et qu'elle a pris comme principe de harceler tous les gens qu'elle connaît, méfiez-vous, pour qu'ils déposent leur support de formation. Manon Samar travaille à l'université de Reims Champagne-Ardenne, où elle est responsable de la formation des usagers et de l'action culturelle. Marion et Manon vont donc nous faire un retour sur l'enquête que nous avons lancée, qui s'appelait l'évolution des formations en période de Covid, au temps de la Covid. Cette enquête a fait suite à une enquête organisée par la DBU, une enquête générale à laquelle de nombreux établissements ont répondu, qui couvrait l'ensemble des activités des bibliothèques. Et en fait, j'aimerais revenir seulement sur 3 éléments qui sont ressortis dans cette enquête. C'est que globalement, les bibliothèques, et très largement les bibliothèques, ont eu l'impression d'avoir un dialogue de qualité avec leur tutelle et de ne pas être les oubliés de la reprise sanitaire, de bien être prises en charge pour tout ce qui était équipement sanitaire au moment des rouvertures notamment, ce qui montre par défaut ou en creux l'importance accordée par nos établissements à nos bibliothèques, qu'on oublie de temps en temps, parce qu'on est noyé au quotidien par la défense de l'ouverture et le fait de faire savoir clairement que ces bibliothèques étaient ouvertes avec une communication qui effectivement n'a pas toujours été complètement à la hauteur, dans les médias notamment. Le deuxième aspect qui est important, c'est qu'au premier confinement, qui a été excessivement brusque, comme vous l'avez tous vécu, petite anecdote, j'étais dans le train avec Manon, on revenait d'une journée d'études qu'on avait animée à l'ENSIB le jeudi soir, et on reçoit un message à 19h nous annonçant qu'il était sûr que les universités ne fermeraient pas. Un message adressé au président de l'université, et à 20h, on entend le président de la République nous annoncer que les universités fermaient. Et ça a été très brusque, et on était quand même tous convaincus que 98% du travail de bibliothécaire reposait sur du présentiel. Et en fait, ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'on a réussi à assurer une continuité de service, et que cette continuité de service, elle est certes passée par un accès à des ressources électroniques démultipliées, mise à disposition par des négociations, notamment avec des éditeurs d'accès ouvert à des ressources électroniques, mais qu'elle est aussi passée par les équipes de formateurs en BU qui, en fait, ont réussi à maintenir le lien avec les étudiants, les primo-entrants, un peu moins sans doute, mais les étudiants avancés aussi. Et c'est ressorti, y compris dans l'enquête générale, bien évidemment dans l'enquête qui concerne les BU, qui concerne la commission pédagogie, on a focalisé sur les formateurs, donc c'est ressorti, mais c'est ressorti comme un élément de fierté des directeurs de bibliothèque de manière générale, et donc je tenais à vous le dire avant de laisser la parole à Manon et Marion pour respecter l'ordre alphabétique des prénoms. À vous, mesdames. Marion, il faut que tu mettes ton micro. Voilà. Classique de la formatrice.
et du formateur. Donc, merci Véronique pour cette restitution brève sur l'enquête générale. Nous allons prendre la suite, Manon et moi, sur une deuxième enquête. Alors, je partage le PDF en essayant de ne pas me tromper dans la manip. Donc, une deuxième enquête qui est plus spécifique à la formation des usagers dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, pour commencer, je vais vous présenter brièvement cette enquête parce que je pense que toutes et tous, vous n'en avez pas forcément connaissance. Donc, c'est une enquête intitulée Évolution des offres de formation en période Covid qui s'est tenue au printemps dernier, mars-avril 2021. Elle a été diffusée sur ADBU Forum uniquement. Pourquoi ce choix? L'objectif était d'avoir une seule réponse par établissement afin d'éviter au maximum d'avoir à dédoublonner, fusionner des réponses. Donc, on a eu 63 réponses complètes et utilisables. Donc, comme Véronique l'a annoncé en tout début de cette journée, on remercie vivement tous les répondants qui ont pris le temps de fournir des éléments à cette enquête. 63 répondants, c'est énorme, mais c'est loin d'être exhaustif. Donc, on souhaite signaler que ce qu'on dégage dans ces chiffres, ce sont de grandes tendances. Et puis, d'autre part, on a noté que peu de répondants ont dit ne pas avoir fait du tout de formation à distance. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ceux qui potentiellement n'auraient pas pu en faire ne se seraient peut-être pas sentis concernés par cette enquête? Donc, est-ce qu'il y a un biais à cette enquête sur les chiffres qu'on va vous présenter? Voilà, on n'a pas la réponse, mais on souhaitait en parler et poser cette question. Cette enquête, elle distingue deux périodes, le premier confinement d'une part, et puis la nouvelle année universitaire qu'on a abrégée en rentrée universitaire sur nos slides, mais qui est un peu plus globale que cela. Vous voyez sur cette slide la typologie des répondants avec une grande majorité d'universités, donc de SCD. Je vous laisse regarder les autres types d'établissements qui nous ont répondu. Et puis, cette enquête, elle était très riche, tant au niveau de ses questions que de ses réponses. On a essayé d'en dégager 3 axes qu'on va utiliser pour cette restitution. Donc, les choix qui ont été faits en matière de formation pendant cette période Covid, qui a formé et ensuite avec quels outils. Et on reviendra à la fin sur les bilans que font chaque répondant sur cette période particulière. Et je passe tout de suite la parole à Manon qui va présenter quel choix. Merci Marion. Donc, toute une partie de l'enquête a porté sur les modalités d'organisation des formations, donc sur les périodes ciblées donc, évoquées par Marion, donc le premier confinement, puis à partir de la rentrée universitaire. Donc, pour nous, il s'agit d'étudier les stratégies qui ont été adoptées par les établissements au moment du confinement, puis donc à la rentrée. Donc, tout d'abord, la formation au moment du premier confinement. 82% des répondants à l'enquête ont indiqué avoir eu recours à la formation à distance à cette période. Donc, plus précisément, donc vous pouvez voir le graphique ici, 27 répondants indiquent avoir utilisé la formation à distance pour accompagner leurs usagers en dehors des formations prévues, donc en assurant des rendez-vous individuels, mais aussi parfois des ateliers spécifiques. Et 49 répondants ont utilisé la formation à distance pour remplacer des formations qui étaient déjà prévues avant le confinement. Donc, vous pouvez le voir dans le graphique, 11 établissements indiquent ne pas avoir eu recours à la formation à distance à cette période. Donc, bien sûr, au moment du premier confinement, nous n'étions souvent pas équipés ni formés pour la formation à distance, ce qui a freiné sa mise en place dès le départ. La formation à distance prend souvent à ce moment-là la forme de contenu déposé sur Moodle, parfois de visio, mais aussi, on a pu le voir dans l'enquête et parfois dans nos propres expériences, d'accompagnement de nos usagers par mail et parfois par téléphone, puisque le téléphone peut être un outil de formation à distance. Il faut aussi préciser qu'à cette période, la formation des licences, qui beaucoup constituent une part conséquente des formations organisées par la bibliothèque, était déjà passée.
le second semestre est souvent davantage, pas seulement, mais davantage, le temps de la formation des doctorants, ce qui s'est vu dans les thématiques des formations qui ont été assurées, qu'on a aussi demandé dans l'enquête. Donc, c'est une période qui souvent a permis d'expérimenter et de préparer la rentrée. 85% des répondants indiquent ainsi qu'ils avaient prévu d'avoir recours à la formation à distance à la rentrée dès l'été. Donc, ça a donc permis de se préparer. Donc, voyons maintenant l'organisation de la rentrée universitaire avec tout d'abord la formation en présentiel, puisque, vous le savez, les règles sanitaires en vigueur au mois de septembre ont permis l'organisation de formations en présentiel dans le respect des jauges limitant la capacité d'accueil des salles. Donc, 78% des répondants ont ainsi maintenu des formations en présentiel à la rentrée, soit 49 établissements. Donc, il s'agit majoritairement de formations organisées avant le nouveau confinement en novembre, mais il est intéressant de noter que quand même, quelques rares établissements indiquent avoir pu maintenir de la formation en présentiel dans le cadre de la continuité pédagogique. Donc, en ce qui concerne la nature des formations organisées et les niveaux visés, c'est très variable pour le coup. Donc, les bibliothèques ont composé avec leurs contraintes et aussi avec les consignes des établissements. Donc, les formations maintenues en présentiel ont souvent été des visites et des formations destinées à des primo-entrants. Certaines bibliothèques ont ainsi privilégié l'accueil des licences, tandis que d'autres ont à l'inverse misé sur les formations de niveau master, qui sont plus compatibles avec les jauges imposées sur les salles et qui portent sur des thématiques aussi plus techniques, parfois plus compliquées à transposer à distance. Plusieurs collègues indiquent dans l'enquête avoir donné la priorité absolue au présentiel chaque fois que c'était possible, en insistant notamment sur la dimension sociale de l'accueil sur place de nouveaux arrivants qui sont parfois peu habitués à fréquenter des bibliothèques. 14 établissements n'ont quant à eux pas du tout organisé de formation en présentiel donc à la rentrée universitaire. Donc, selon les cas, il a pu s'agir de consignes de l'établissement, de difficultés d'accès à des salles compatibles avec les jauges imposées, ou parfois d'une volonté de concentrer les forces des formateurs sur la formation à distance. Alors, donc ensuite, en ce qui concerne la formation à distance, ce sont 59 établissements, soit 93% des répondants à l'enquête, qui nous indiquent y avoir eu recours à partir de la rentrée. Donc, bien sûr, le reconfinement de novembre n'a souvent pas laissé le choix aux établissements. Les 8% des répondants qui n'ont pas mis en place de formation à distance l'expliquent par le manque de moyens humains et financiers et par des consignes d'établissement en ce sens. Donc, sous le terme de formation à distance, sont regroupées plusieurs modalités. Donc, la formation dite synchrone, en direct et en visio, et la formation asynchrone avec du contenu transmis aux étudiants à travers un cours en ligne, souvent avec Moodle. C'est donc cette terminologie qu'on a utilisée pour vous interroger dans l'enquête. Donc, pour préciser les choses, on a aussi interrogé les répondants à l'enquête sur leur choix entre la formation synchrone et asynchrone, ce qui a permis d'identifier des stratégies mises en place en fonction des contextes de chacun. Donc, 57 établissements, soit 90% des répondants, nous indiquent avoir eu recours à la formation synchrone. Ce sont 40 bibliothèques, soit 63% des répondants, qui, eux, ont utilisé la formation, qui ont aussi utilisé la formation asynchrone. Donc, l'asynchrone, la formation par des cours indirects, a souvent été la solution utilisée pour gérer les plus grosses cohortes, donc typiquement les étudiants de L1, pour laisser le temps aux formateurs de se former et de s'organiser pour les autres groupes. L'asynchrone a aussi pu être privilégié pour s'adapter aux emplois du temps très contraints des étudiants et aussi pour ne pas aggraver la fatigue Zoom dont on a beaucoup pu parler même ce matin. Donc, la formation synchrone, qui, vous pouvez le voir, a été la modalité la plus utilisée par les répondants, elle était souvent vue comme le moyen de maintenir le plus le lien avec les usagers et de coller au plus près du présentiel. Donc, cette modalité de formation a été la plus utilisée pour les publics de niveau master et recherche, mais elle a aussi, bien sûr, été utilisée avec des étudiants de niveau licence. Je l'ai dit, les réponses apportées par les établissements ont été très diverses, donc forcément, ce sont juste des grandes tendances que je vous apporte là. Donc, le synchrone et l'asynchrone ont souvent été des modalités qui se complètent, plus qu'ils ne s'opposent. Beaucoup indiquent ainsi avoir mis en place des formations hybrides, avec un cours en ligne qui permet de compléter des séances en visio, afin de récupérer le meilleur des deux formules et d'éviter de faire des visios trop remplies, avec un contenu qui est difficile à apporter à cette occasion avec des cours de 2 ou 3 heures. Donc voilà pour les choix opérés par les établissements donc pendant ces deux périodes.
Et donc, je rends la parole à Marion pour parler de qui a assuré ces formations. Merci Manon. Comme Manon vient de le dire, on va parler maintenant des acteurs de la formation, c'est-à-dire vous toutes et tous, puisque vous êtes bien placés pour savoir que présentiel ou distanciel, sans formateur et formatrice, pas de formation. Donc, qui a formé? On va avoir toujours ces deux temps d'analyse, le premier confinement et la nouvelle année universitaire. Donc, en ce qui concerne le premier confinement, voici le graphe qu'on a pu établir. Alors, tout d'abord, il y a la question de ceux qui n'ont pas fait de formation au premier confinement. Donc, Manon vous en a parlé. L'une des raisons notamment évoquées, c'est la fin du calendrier universitaire en termes de formation des bibliothèques auprès des usagers. Et donc, il y a souvent très peu de formation, voire plus du tout, au moment où nous avons été confinés pour la première fois. Ensuite, dans ce qu'on peut voir, c'est que dans 30,2% des cas, on a tous les formateurs qui ont été impliqués, mais dans quand même beaucoup de cas, c'est un plus petit nombre de formateurs qui ont pu assurer ces formations du premier confinement. Donc parfois, juste les responsables formation ou le service formation, et dans 33,3%, un noyau de formateurs. Donc, pourquoi tous les formateurs habituels n'ont pas pu former lors du premier confinement? Quelques raisons ont été détaillées dans l'enquête. Des formateurs qui étaient mobilisés pour garde d'enfants, ceux et celles qui manquaient d'équipement matériel ou numérique, puisqu'il peut y avoir aussi des problèmes à former si l'on n'a pas de VPN ou de connexion à distance. Et puis, dernier élément soulevé, la méconnaissance des outils afin de former à distance. On passe ensuite à la nouvelle année universitaire avec un graphique bien différent. Alors, pour quand même nuancer, le précédent graphique était sous un format libre. Là, on a des champs contrôlés, donc des cases à cocher, avec 4 cases dont vous verrez que l'une n'est pas présente. Donc, tous les formateurs, noyaux de formateurs, des personnes qui n'assurent pas de formation habituellement et autres. Vous voyez que sur nos 63 répondants, aucun n'a répondu que des personnes n'assurant pas de formation habituellement avaient animé les formations lors de la rentrée. Donc, ce qui est très notable, c'est qu'on passe de 30,2% pour tous les formateurs à quasiment le double, 60,3%. Donc, avec du coup une grande implication des équipes dans ces formations. On a quand même dans une part encore parfois seulement, entre guillemets, un noyau de formateurs qui a formé. Et pour la case autre, il y a plusieurs raisons, donc notamment le fait que la formation à distance n'a pas pu se tenir, notamment par refus de la tutelle, ce qui est un cas qui a été évoqué, et une autre personne a tenu à signaler, ce qui n'était pas présent dans les champs prévus, que des contrats étudiants avaient été amenés à former donc des usagers à la rentrée. Ces formations, elles ont nécessité un investissement et elles ont été établies parfois avec d'autres partenaires. Donc, 33 répondants nous indiquent avoir travaillé avec d'autres services de l'université. Beaucoup nous citent le service de pédagogie universitaire, quelle que soit la forme, l'appellation qu'il peut avoir dans les établissements, mais il y a aussi le service audiovisuel, le service des TIS ou le service des usages numériques, le service de l'orientation et l'insertion professionnelle, la DSI, dans certains cas, un établissement partenaire, et puis lorsqu'il est question de formation de formateurs et de formation en bibliothèque, les CRFCB et les URFistes nous ont été cités également à plusieurs reprises. Donc, on a vu les choix, les acteurs de la formation, et puis il nous reste le troisième axe sur les outils, puisque la formation distancielle, peut-être plus encore que la formation en présentiel, nécessite des outils.
Donc, je pense que ce nuage de mots qui récapitule tous les outils qui nous ont été cités dans les réponses à l'enquête montre qu'il y a une véritable galaxie d'outils, une véritable myriade. S'il y avait méconnaissance des outils lors du premier confinement, ceci répercute bien sûr le premier et la rentrée universitaire, mais voilà, on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de formation et d'auto-formation à tous ces outils. On peut en faire une brève typologie. L'évidence d'abord, les outils de visioconférence, Zoom et Teams en priorité, mais derrière, on a Big Blue Button, et puis, je ne reviendrai pas dessus, mais Manon vous a parlé du téléphone également. Les LMS, Learning Management System, Moodle tout particulièrement, puisqu'il est bien installé dans nos établissements. Tout ce qui permet l'interaction, la ludification, la collaboration, par exemple WooClap ou Genially. Les outils de création de tutoriels vidéo, screencast, enregistrement, les sites web pour mettre à disposition des boîtes à outils tutoriels en ligne, des sites de stockage et de partage de ressources quand ce n'était pas les LMS qui étaient utilisés, et puis plus classiquement qu'on utilise aussi beaucoup en présentiel, des outils pour gérer les inscriptions, recueillir des retours et des évaluations, et bien sûr les outils de diaporama et de présentation. En termes de nombre de citations dans l'enquête, Moodle est vraiment le grand gagnant des outils cités. Alors, on peut supposer qu'il était préexistant dans les établissements, mais que sa prise en main par les équipes des bibliothèques a été accélérée en cette période de pandémie. 28 établissements indiquent avoir acquis de nouveaux outils, soit au niveau du SCD, c'est le cas notamment de Genially, ou au niveau de l'établissement, notamment pour tout ce qui concerne la visioconférence. Enfin, du matériel a été fourni aux formateurs, matériel qui parfois donc manquait lors du premier confinement. Voici ce qu'on peut dire sur les outils et je repasse la parole à Manon qui va nous parler des différents bilans, qui va nous faire une synthèse des différents bilans qui ont été faits de cette évolution des formations en période Covid. Oui, tout à fait, puisqu'on a demandé donc aux participants à l'enquête quel était le bilan qu'ils faisaient de cette année particulière, donc du point de vue de la formation notamment. Nous avons reçu des réponses très riches dans ce bilan, dont je vous remercie déjà pour ceux qui ont répondu. Et donc voici un bref aperçu parce que le temps tourne et que je ne pourrais pas vous dire tout ce qui a été dit dans les bilans aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on compte faire une publication plus détaillée des résultats de l'enquête par la suite. Et donc, en ce qui concerne le bilan, voilà les grandes tendances de ce qui ressortait des retours faits par les répondants. Tout d'abord, bien sûr, une frustration des formateurs qui ont été confrontés aux écrans noirs des visios, mentionnés plus tôt ce matin. Ces écrans noirs ont pu constituer une vraie perte de contact avec les étudiants, comparé bien sûr aux formations en présentiel animées d'habitude, qui nous permettent d'avoir des échanges beaucoup plus directs avec eux. Parfois, on ne savait pas du tout si les étudiants étaient vraiment connectés ou pas. C'est encore plus vrai que la formation asynchrone, où on met du contenu à disposition sans savoir s'il va être utilisé par les étudiants. Les répondants ont aussi noté la conscience, le regret d'avoir perdu des étudiants en route avec ces dispositifs, avec une fracture numérique qui a été forcément aggravée par les circonstances. Un autre élément récurrent donc, du bilan qui a été fait a été la charge conséquente qui a pesé sur les formateurs cette année. Alors bien sûr, la situation a demandé à tout le monde de s'adapter et pas que du point de vue de la formation. Mais cette année, il s'est agi de refondre complètement les supports de formation. Il était impossible de les réutiliser tels quels, que ce soit en visio ou sur Moodle. Et comme Marion l'a indiqué, les formateurs impliqués dans les séances de formation étaient parfois moins nombreux que les formateurs qui participent habituellement. Ce qui a donc là aussi supposé une réorganisation de la formation. Donc, il a fallu aussi refondre les supports, mais aussi refaire les plannings, reprendre la communication auprès des composantes pour indiquer les modalités de formation. Donc, bref, ça a été indéniablement une charge conséquente, heureusement, qui a pu commencer à être préparée dès le premier confinement. Pour pouvoir se mettre à niveau pour former à distance, qui était nouveau pour la majorité des répondants, il a fallu bien sûr se former. Donc, ces besoins de formation ont été soulignés par beaucoup, à la fois dans les désavantages de cette situation et les avantages,
puisque ça a été difficile de mettre en place de la formation à distance tant qu'on n'y était pas formé, mais ça a aussi permis, avec l'aide des CRFCB, de se former pour maîtriser de nouveaux outils et parfois d'adopter des pratiques qui resteront aussi dans le présentiel quand celui-ci sera à nouveau possible. Donc, les formateurs ont beaucoup appris puisqu'ils n'ont pas eu le choix de se former, ce qui a aussi finalement pu être motivant une fois passé le premier gouffre de s'approprier la visio et les outils de création de cours en ligne. Enfin, il y a une fierté qui a été indiquée donc par les formateurs. Alors, Véronique l'a dit aussi dans l'enquête des directeurs de BU, mais c'est quelque chose qui revient vraiment souvent dans le bilan. Certes, on est frustré, on est conscient d'avoir fait moins bien que ce qu'on fait normalement, on a perdu des étudiants en route, mais on a quand même pu mettre en place de la formation, parfois mettre en place toutes les formations qui étaient prévues initialement, avec des nouveaux outils qui permettront aussi de développer d'autres choses par la suite. Donc, ça a été difficile, mais finalement, il y a quand même du positif qui en sort, surtout que toutes les formations n'ont pas été qu'un formateur face à un écran noir. Il y a aussi eu des formations très riches, des formations qui fonctionnent bien à distance et des échanges qui ont été rendus possibles par ces outils de visio. Ce qui, enfin, donne des perspectives pour la suite. Ça aussi, c'est souvent revenu dans les retours des répondants, à la fois pour le distanciel en lui-même, qui va parfois être conservé partiellement. Je pense par exemple aux doctorants qui ont souvent beaucoup apprécié le fait d'avoir des ateliers à distance. Ça va donc permettre de continuer à toucher ce public-là qui parfois n'est pas sur place et a donc bénéficié de la distance, mais aussi des perspectives avec de toute façon des nouvelles pratiques intégrées par les formateurs. Donc voilà pour cet aperçu du bilan et de l'enquête en général. On n'a pas pu aller dans le détail de tout ce qui avait été dit, mais donc on compte donc détailler tout ça par écrit et le rendre disponible sur le site de la DBU. Donc en attendant, moi je vous remercie de la part de Marion et de moi pour votre attention. Merci beaucoup Marion et Manon. Alors pendant que vous parliez, il y a eu quelques questions dans le chat auxquelles je me suis permis de répondre, puisque c'était des questions très factuelles sur la diffusion de l'enquête, ce genre de questions. En fait, on a une question d'une collègue qui nous demande, qui nous demande si nous avons des nouvelles officielles concernant le recul des universités pour utiliser Zoom à la rentrée. Alors, à titre personnel, je n'ai aucune info sur le sujet. Non, moi non plus. En tout cas, au niveau de mon établissement, aucune idée. Rien du tout. Ça serait peut-être plutôt un débat sur le chat en question. Une collègue nous demande aussi la date de collecte des informations. Donc, je crois que vous l'avez dit au début, un peu vite, c'était au premier semestre, au début du premier semestre. Alors, premier semestre de l'année civile, donc pour des formateurs et formatrices, c'est plutôt le deuxième semestre. C'est le 16 mars. C'est le printemps dernier, donc 16 mars, 16 avril. Exactement, on avait vérifié les chiffres, mais sur le timing, ça passait pas, 16 mars, 16 avril. Voilà. Autrement, on n'a pas eu beaucoup de questions, pour être honnête, sur notre enquête. Après, je pense que c'est assez normal parce que ce sont finalement des sujets qu'on connaît tous et toutes bien, ceux qui sont à cette journée. En revanche, une vraie marque d'intérêt puisque les questions posent sur la diffusion de votre présentation ou sur une publication que Manon, tu as annoncée. Je t'en remercie. Donc, je pense qu'il me reste à vous remercier toutes les deux et les autres collègues qui ont travaillé sur l'enquête pour la concevoir, pour la mettre en ligne, puis pour la diffuser. Ça a été un gros travail pour la commission pédagogie, donc bravo à la commission, même si ça ne se fait pas de s'auto-remercier, sachant que je ne suis pas pour grand-chose dans ce travail, donc bravo aux membres de la commission pédagogie. Et oui, Manon ? Non, je dis merci, c'est tout. Pareil, merci.